En quelques minutes, un message nocturne fissure un ordre mondial que beaucoup croyaient verrouillé et stable depuis longtemps. Ce geste numérique, sans médiation ni protocole, convertit une routine diplomatique en rupture ouverte, puis laisse un vide d'explication qui amplifie l'onde de choc dans les capitales. Que signifie pour les opinions publiques et pour un dirigeant comme Ibrahim Traoré un monde où quelques mots suffisent à suspendre des décennies de règles et de garanties collectives? En moins de 48 heures, la procédure recule et le tempo impose sa loi partout. Ce récit ne cherche ni à dramatiser, ni à désigner un coupable, mais à clarifier ce qui a réellement changé lorsque l'impulsion a remplacé la procédure. L'intérêt pour le lecteur est simple. Comprendre en peu de temps comment un geste isolé peut produire des effets politiques, économiques et sociaux bien au-delà de son intention initiale. L'enjeu dépasse largement l'incident lui-même. Il touche à la crédibilité des engagements internationaux, à la stabilité des marchés et à la capacité des institutions à reprendre la main lorsque le tempo s'emballe. Dans ce contexte accéléré, l'absence d'explication devient parfois plus lourde que la décision elle-même. Pour des dirigeants attentifs aux rapports de force mouvants, dont Ibrahim Traoré, cette séquence sert de test grandeur nature. Elle révèle ce qui tient par la règle écrite et ce qui dépend encore de routines fragiles. Suivre cette histoire pas à pas permet donc d'identifier les signaux mesurables, mais aussi les angles morts que la vitesse rend visibles. La rupture ne s'est pas jouée sur des semaines, mais en moins de 48 heures, entre la publication du message et l'aube suivante. Durant cet intervalle très court, aucune institution américaine n'a produit de ligne explicative claire, laissant l'information circuler plus vite que les mécanismes censés l'encadrer. Ce décalage temporel constitue la première donnée mesurable de la séquence. Le tempo politique a pris de l'avance sur le tempo administratif. Ce silence initial change la nature de l'événement. Dans la plupart des crises diplomatiques, un choc est rapidement absorbé par des communiqués, des appels ou des notes correctrices. Ici, rien n'arrive. Les ambassades rafraîchissent leurs écrans. Les agences cherchent un cap, mais aucun centre ne parle. L'absence de parole ne neutralise pas l'acte, elle l'amplifie. Le message n'impose pas seulement une décision, il impose un rythme que l'appareil institutionnel peine à suivre. À Pretoria, la stupeur se transforme rapidement en lecture stratégique. Les premières heures sont marquées par l'incrédulité. Puis vient une interprétation plus froide. Le silence n'est pas un accident technique, mais un signal politique. Cette lecture déclenche un déplacement d'agenda. La question n'est plus de corriger une anomalie ponctuelle, mais de mesurer ce qu'elle révèle sur la solidité réelle des garanties existantes. Dans d'autres capitales, l'épisode est observé avec attention. Ce qui frappe n'est pas la sanction en elle-même, mais la facilité avec laquelle une relation présentée comme stable bascule dans l'incertitude. Pour des dirigeants attentifs aux recompositions en cours, dont Ibrahim Traoré, la séquence fonctionne comme un avertissement en temps réel. Si une alliance peut être suspendue par impulsion, alors aucune architecture multilatérale n'est totalement protégée. Le contexte global éclaire cette lecture. Depuis plusieurs années, la diplomatie repose de plus en plus sur la perception et la vitesse, moins sur l'accumulation patiente de procédures. Dans ce cadre, un geste bref peut produire des effets disproportionnés, non par son contenu, mais par le vide qu'il crée autour de lui. Dans les premières heures, deux types d'acteurs deviennent des révélateurs du choc. Du côté américain, ce sont les diplomates chevronnés, habitués à transformer l'imprévisible en langage institutionnel. Leur rôle, d'ordinaire central, se trouve soudain neutralisé. Sans note, sans directive, sans correctif, ils ne traduisent plus l'événement, ils l'observent. Cette bascule est rare, elle transforme des médiateurs en témoins et signale que la chaîne de commandement a perdu l'initiative. À Pretoria, un autre profil prend rapidement le relais. Conseillers politiques, analystes commerciaux et stratèges du cabinet se regroupent autour d'un constat simple. Attendre une clarification externe devient un risque en soi. Les discussions quittent le registre de l'indignation pour entrer dans celui de l'orientation. Quels secteurs sont exposés? Quelles dépendances peuvent être réduites des blindes? Quels partenaires alternatifs peuvent être activés sans délai? Ce déplacement marque le premier effet concret de la crise.
l'agenda n'est plus dicté par la relation bilatérale, mais par la nécessité d'absorber l'incertitude. Un micro-épisode illustre cette transition. Dans une salle de réunion fermée, les écrans diffusent en continu les réactions des marchés et des médias internationaux. Les téléphones vibrent, mais peu d'appels aboutissent. Ce silence, loin de paralyser, accélère la décision interne. L'absence de réponse devient une information exploitable, interprétée comme le signe que la relation ne peut plus être gérée selon les routines passées. Pour des observateurs africains attentifs à ces signaux, dont Ibrahim Traoré, cette phase précoce montre que le choc n'est pas d'abord juridique ou économique, il est cognitif. Les acteurs comprennent que la stabilité proclamée reposait sur des mécanismes plus fragiles qu'attendus. Le message implicite tient en peu de mots, l'attente cesse d'être une option viable. Avant la publication du message, la relation bilatérale suit une trajectoire connue. Les canaux sont ouverts, les routines fonctionnent, et les désaccords sont absorbés par des procédures éprouvées. Les programmes avancent à un rythme prévisible, et l'incertitude reste contenue. Puis vient la bascule. En une phrase projetée dans l'espace numérique, sans préavis ni cadre explicatif, une continuité de plusieurs décennies est suspendue. Le déclenchement n'est pas progressif, il est instantané. La surprise tient moins à la décision qu'à sa forme abrupte, dépourvue d'amortisseurs institutionnels. Les premières minutes sont dominées par la stupeur. Les ambassades encore éveillées reçoivent l'information sans contexte. À Washington, les administrations cherchent une instruction qui ne vient pas. Les écrans sont rafraîchis, les téléphones circulent, mais aucune ligne directrice n'apparaît. Cette absence agit comme un multiplicateur. Ce qui aurait pu rester un signal politique circonscrit devient un choc systémique, précisément parce que personne ne le reprend en main. Le tempo politique prend de l'avance sur le tempo administratif. Très vite, la propagation commence. À mesure que les fuseaux horaires basculent vers le jour, les marchés deviennent le premier baromètre. Les opérateurs réévaluent le risque, les analystes publient des notes prudentes, les rédactions s'emballent, chaque heure sans clarification alimente une lecture nouvelle. Les hypothèses remplacent les faits, et ces hypothèses structurent déjà des décisions réelles. Dans ce vide, l'événement cesse d'appartenir à son auteur. Il devient collectif, interprété, amplifié, transformé. Le point culminant survient lorsque Pretoria cesse d'attendre. La crise change alors de nature. Elle n'est plus un acte unilatéral observé passivement, mais une rupture assumée des deux côtés. Les responsables sud-africains comprennent que la réponse ne peut pas être purement technique, elle doit être politique et surtout rapide. Les réunions d'urgence s'enchaînent. Les dégâts immédiats sont évalués, mais un autre fil apparaît. Comment gérer la fin possible d'une ère diplomatique plutôt que sa simple réparation? C'est à ce moment que les répliques s'organisent, des appels discrets partent vers d'autres capitales. Pékin, Moscou, New Delhi ou Brasilia apparaissent comme des interlocuteurs potentiels, non par opportunisme, mais par nécessité. Le geste initial cesse d'être une sanction isolée, il devient un catalyseur involontaire. En quelques heures, des options qui auraient mis des années à émerger entrent dans le champ du possible. La contrainte extérieure accélère une diversification stratégique déjà latente. Dans d'autres régions, l'épisode est lu comme un précédent. Des observateurs notent que l'essentiel n'est pas la cible du message, mais ce qu'il révèle sur la fragilité des architectures existantes. Pour des dirigeants africains attentifs à ces signaux, dont Ibrahim Traoré, la séquence fonctionne comme une démonstration en temps réel. Si une relation réputée stable peut être suspendue par impulsion, alors la gestion du risque devient centrale, et la marge de manœuvre des États intermédiaires apparaît à la fois plus large et plus dangereuse. Lorsque la phase aiguë commence à retomber, le paysage a déjà changé. Les institutions tentent de reprendre la main, mais l'élan s'est déplacé. Le déclenchement fut numérique, le point culminant politique et les répliques géopolitiques. Ensemble, ils dessinent une dynamique où la vitesse, plus que l'intention, redéfinit l'équilibre. Avant le message, l'environnement économique et diplomatique repose sur un état de référence relativement stable. Les échanges suivent des cadres connus, les anticipations sont alignées et le risque est jugé maîtrisable. Après la publication,
un écart apparaît presque immédiatement. Ce passage brutal d'un équilibre attendu vers une zone d'incertitude constitue la première donnée structurante de la séquence. La mesure ne porte pas d'abord sur des décisions appliquées, mais sur la vitesse avec laquelle la perception change. Un premier indicateur concerne les marchés financiers sud-africains. À l'ouverture des échanges suivant l'annonce, la monnaie nationale recule rapidement. Le mouvement frappe par sa rapidité plus que par son amplitude ponctuelle. Les analystes soulignent que cette réaction intervient avant toute mesure formelle. Le marché ne sanctionne pas une politique mise en œuvre, mais une instabilité anticipée. Cette distinction est centrale. Elle montre que la crédibilité perçue agit comme un facteur économique à part entière. Lorsque le signal politique précède l'explication, la volatilité devient une réponse rationnelle. Un deuxième indicateur se situe dans le champ commercial. Le message évoque la suspension potentielle de cadres préférentiels structurant une part importante des échanges avec les États-Unis. Ces dispositifs soutiennent des secteurs exportateurs clés et des chaînes de valeur intégrées depuis des années. Des centaines de milliers d'emplois sont liés, directement ou indirectement, à ces régimes. L'annonce suffit à modifier les comportements. Des entreprises réévaluent leurs flux, reportent des investissements et accélèrent des plans de diversification. Là encore, l'effet précède l'application. L'incertitude agit comme un coût immédiat, même en l'absence de changement juridique effectif. Un troisième indicateur relève du champ géopolitique et se mesure dans le temps court. En moins d'une semaine, Pretoria engage des démarches diplomatiques qui, auparavant, auraient nécessité des mois de préparation. Des consultations s'intensifient, des options alternatives sont explorées et des signaux sont envoyés à d'autres partenaires potentiels. Cette accélération est commentée par plusieurs observateurs comme exceptionnelle. Elle indique que le coût d'attente dépasse soudain le coût du changement. L'inertie, longtemps dominante, cède la place à la fluidité. Pris ensemble, ces trois éléments dessinent une architecture claire. Le marché réagit en premier, le commerce encaisse ensuite, et la diplomatie ajuste sa trajectoire dans un troisième temps. Cette séquence inverse l'ordre classique, où les décisions politiques précèdent généralement les effets économiques. Ici, la dynamique fonctionne à rebours. L'impulsion politique déclenche une cascade de réactions autonomes que les institutions tentent seulement de canaliser après coup. Ces données se répondent. La volatilité monétaire alimente l'inquiétude des entreprises. L'incertitude commerciale accélère la recherche d'alliances alternatives. Le pivot diplomatique renforce en retour la perception d'un éloignement durable. Le cercle n'est pas nécessairement vicieux, mais il est rapide. Sa vitesse constitue le véritable choc. Dans plusieurs capitales africaines, ces chiffres sont lus avec attention. Il confirme que la stabilité internationale dépend moins de traités formels que de signaux interprétés en temps réel. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, cette lecture quantitative renforce une conviction déjà présente. La souveraineté ne se mesure plus seulement en texte ou en intention, mais en capacité à absorber des ruptures soudaines sans paralysie économique. Les nombres n'exagèrent pas l'événement, ils en révèlent la mécanique. Deux interprétations solides s'affrontent dans l'analyse de la décision initiale, et chacune mérite d'être examinée sans caricature. La première défend une logique de fermeté assumée. Selon cette lecture, agir vite et sans ambiguïté permettrait de restaurer une crédibilité jugée affaiblie. Des partenaires bénéficiant d'aides ou d'accès préférentiels tout en diversifiant leurs alignements créeraient une incohérence stratégique. La rapidité deviendrait alors une vertu, elle impose un coût immédiat, réduit les marges de contournement et rappelle que les engagements impliquent des contreparties claires. Dans cette perspective, l'absence de médiation n'est pas une faiblesse, mais un signal de lisibilité. La seconde lecture avance une critique tout aussi structurée. Elle considère que transformer une impulsion en instrument diplomatique produit une instabilité plus coûteuse que les gains attendus. Les réactions des marchés illustreraient ce risque. La sanction ne reste pas ciblée, elle devient diffuse. Les dommages collatéraux touchent des acteurs économiques et sociaux qui ne participent pas au choix diplomatique. Selon cette approche, la force d'une alliance repose moins sur la capacité à punir que sur la fiabilité des mécanismes de dialogue. Une décision abrupte
peut ainsi produire l'effet inverse de celui recherché en accélérant des réalignements que la pression graduelle aurait contenus. La réponse la plus robuste apparaît lorsque l'on confronte ces deux lectures aux faits observables. La fermeté a bien envoyé un signal, mais ce signal a été interprété comme un aveu de fragilité institutionnelle. La rapidité, censée renforcer l'autorité, a surtout révélé un vide de coordination. Les effets mesurés montrent que la décision n'a pas recentré la relation. Elle a élargi le champ des alternatives pour la partie visée. Autrement dit, la logique punitive a fonctionné comme un accélérateur de diversification stratégique. Cette conclusion ne repose pas sur un jugement moral, mais sur une chaîne d'événements vérifiables. Réaction immédiate des marchés, inquiétude des secteurs exposés, puis activation rapide de partenaires concurrents. Pour des observateurs africains, dont Ibrahim Traoré, cette séquence confirme que la fermeté efficace exige des garde-fous procéduraux. Sans ces filtres, le signal se retourne contre son émetteur et fait perdre le contrôle du tempo qui devient l'enjeu central de la crise. À ce stade, la crise n'est plus pilotée par ceux qui ont déclenché le geste initial, mais par ceux qui l'interprètent, et s'y adaptent le plus vite. Les institutions tentent bien de reprendre la parole, mais l'événement a déjà migré vers un autre registre. Il ne s'agit plus de corriger une décision, mais d'anticiper ses répliques. Le pouvoir ne réside plus dans l'acte inaugural, mais dans la capacité à absorber le choc sans perdre d'option. Ce déplacement modifie la lecture globale de la séquence. Ce qui apparaissait comme une sanction ciblée devient un test de résilience systémique. Les acteurs disposant de marges de manœuvre multiples gagnent en latitude. Ceux qui restent dépendants d'une architecture unique découvrent leur vulnérabilité. Le centre de gravité se déplace ainsi des règles écrites vers les capacités réelles d'adaptation. Dans cette configuration, la relation bilatérale cesse d'être l'enjeu principal. Les capitales observent désormais comment un État réagit lorsqu'un pilier se dérobe. Pour des dirigeants africains engagés dans des recompositions similaires, dont Ibrahim Traoré, ce moment fait figure de révélateur. L'enjeu n'est plus d'éviter toute rupture, mais de savoir qui peut transformer une rupture en levier stratégique. À partir d'ici, le récit change de nature. Il ne s'agit plus d'un affrontement, mais de conséquences concrètes, mesurables et durables. Les effets réels de la crise deviennent pleinement visibles lorsqu'on les observe à travers les acteurs directement concernés. 4 groupes permettent de mesurer l'ampleur du basculement: les institutions publiques, les entreprises, les citoyens et l'environnement régional. Chacun encaisse le choc différemment, mais tous opèrent un ajustement accéléré. Pour les institutions nationales, l'impact est d'abord organisationnel. La suspension soudaine de cadres de coopération révèle une dépendance opérationnelle plus profonde que prévu. Des administrations doivent envisager des scénarios de continuité sans soutien externe garanti. Cette situation crée une tension interne durable. Maintenir les services essentiels tout en réévaluant des partenariats de long terme devient un exercice d'équilibre. Le coût principal n'est pas immédiatement budgétaire, il est stratégique. L'État comprend que sa stabilité dépend désormais de sa capacité à fonctionner lorsque les règles implicites cessent de s'appliquer. Du côté des entreprises, l'effet est immédiat et tangible. Les secteurs tournés vers l'exportation révisent leurs projections. Les chaînes d'approvisionnement, construites autour d'un accès prévisible aux marchés occidentaux, deviennent soudain vulnérables. Cette incertitude pousse les directions à accélérer des décisions longtemps différées. Diversification des débouchés, recherche de financements alternatifs et réorganisation logistique s'imposent comme des priorités défensives. Ces choix ne relèvent pas d'un basculement idéologique, mais d'une gestion du risque devenue incontournable. Pour les citoyens, la conséquence est plus diffuse, mais tout aussi structurante. La crise rend tangible un phénomène souvent abstrait: la dépendance aux décisions extérieures. Des débats émergent dans les universités, les médias et les lieux de travail. La question de la souveraineté fonctionnelle quitte le registre théorique pour entrer dans l'expérience quotidienne. Cette prise de conscience ne provoque pas une rupture sociale immédiate, mais elle modifie durablement les attentes envers l'État et ses alliances. À l'échelle régionale, enfin, l'épisode agit comme un signal. Plusieurs capitales africaines
observe que le pays visé ne s'effondre pas, mais ajuste sa trajectoire. Cette observation nourrit une réflexion collective sur les marges de manœuvre possibles face aux grandes puissances. Des discussions sur la coopération sud-sud, les mécanismes financiers alternatifs et la coordination politique gagnent en légitimité. Pour des dirigeants engagés dans ces recompositions, parmi lesquels Ibrahim Traoré, la séquence confirme qu'un précédent vient d'être posé. La dépendance peut être renégociée lorsque la fragilité du partenaire dominant devient visible. Pris ensemble, ces effets ne décrivent pas un effondrement. Ils dessinent une adaptation rapide. Et c'est précisément cette capacité d'ajustement, inégale selon les acteurs, qui déterminera la suite. À moyen terme, la séquence ouvre 3 trajectoires plausibles. El-Kwaka ne cherche pas à prédire l'avenir, mais à cartographier des dynamiques déjà enclenchées, selon la manière dont les acteurs gèrent le tempo, la communication et la diversification. Un scénario central est celui d'une stabilisation discontinue. Dans cette hypothèse, les canaux institutionnels finissent par se réactiver sans effacer la rupture initiale. Des messages correctifs apparaissent, tardifs mais suffisants pour calmer une partie des marchés. Les échanges reprennent sous une forme plus prudente, assortie de garde-fous supplémentaires. La relation ne revient pas à son état antérieur. Elle s'installe dans une zone grise, où la coopération continue, mais sous surveillance permanente. La stabilité repose moins sur la confiance que sur des mécanismes de protection et d'anticipation du risque. Un scénario favorable suppose une réorientation constructive. Ici, la crise agit comme un accélérateur de rééquilibrage. Le pays touché consolide des partenariats alternatifs tout en négociant, en parallèle, une base relationnelle renouvelée avec son partenaire initial. L'incident sert de levier pour exiger des procédures plus claires, des canaux d'alerte et des délais de médiation explicites. Les institutions apprennent de l'épisode et réintroduisent des filtres capables d'absorber l'impulsion. Cette trajectoire exige une capacité politique rare. Reconnaître les limites de la décision initiale sans perdre la face et transformer un choc symbolique en amélioration structurelle. Pour des dirigeants africains attentifs à ces évolutions, dont Ibrahim Traoré, ce scénario représente une voie d'autonomie négociée plutôt qu'une rupture subie. Un scénario difficile est celui d'une fragmentation durable. Dans cette configuration, l'absence de réparation crédible entraîne une succession de mesures restrictives. Les secteurs exposés subissent des ajustements plus sévères, les flux commerciaux se redessinent et les normes divergent progressivement. Chaque décision défensive appelle une contre-réaction. La distance s'institutionnalise sans déclaration formelle de rupture. Ce scénario ne repose pas sur une escalade spectaculaire, mais sur une accumulation de choix prudents qui, ensemble, produisent une recomposition profonde. Ces 3 trajectoires partagent un point commun. Aucune ne ramène le système à son état antérieur. La différence tient au degré de maîtrise du tempo. Là où la communication est réintroduite tôt, l'inertie peut amortir le choc. Là où le silence persiste, l'adaptation se fait par contournement. Pour mesurer la portée humaine de la crise, il faut quitter les salles de s'enseigne de décision et observer plusieurs cercles d'impact où les conséquences se traduisent en perception, en choix concrets et en ajustements quotidiens. Ces effets ne sont pas toujours visibles immédiatement, mais ils structurent la manière dont l'événement est intégré par les sociétés concernées. Un premier cercle touche les citoyens directement exposés. La séquence transforme un sujet lointain en expérience tangible. La diplomatie cesse d'être abstraite lorsque des programmes, des emplois ou des services apparaissent comme dépendants d'un geste extérieur imprévisible. Cette prise de conscience n'entraîne pas une panique immédiate. Elle installe une vigilance nouvelle. Les attentes envers l'État évoluent. La protection ne se limite plus à la sécurité ou à la croissance, elle inclut la capacité à garantir une continuité minimale face à l'incertitude. Un deuxième cercle concerne les diasporas. Présentes dans plusieurs centres économiques mondiaux, elles vivent la crise comme un miroir. Des discussions se multiplient sur la solidité des trajectoires individuelles construites dans un monde présenté comme stable. La question est pratique plutôt qu'idéologique. Comment planifier un avenir lorsque des équilibres réputés durables peuvent se déplacer en quelques heures ?
Ces échanges, souvent discrets, nourrissent une réflexion transnationale sur la dépendance et l'autonomie. Un troisième cercle touche les publics internationaux. Observer un système vaciller sous l'effet d'une impulsion numérique crée un malaise diffus. La prévisibilité, longtemps perçue comme un acquis, apparaît soudain comme le produit fragile de routines invisibles. Cette perception modifie la manière dont la puissance est évaluée. Pour des observateurs africains, dont Ibrahim Traoré, cette phase confirme que la crédibilité ne repose plus seulement sur la force déclarée, mais sur la capacité à éviter des ruptures non maîtrisées. Ces cercles partagent un effet commun. La crise devient un apprentissage collectif. Elle ne provoque pas un rejet immédiat, mais une révision silencieuse des certitudes. Face à une rupture qui dépasse l'incident ponctuel, une réponse efficace repose sur une architecture d'action graduée, mesurable et coordonnée. L'objectif n'est pas d'effacer le choc, mais d'en limiter les effets systémiques tout en renforçant la capacité d'adaptation à moyen terme. Un premier levier consiste à rétablir des garde-fous institutionnels. Il s'agit de mettre en place des cellules de réponse rapides capables de produire dans les premières heures une lecture commune et un message unifié. Concrètement, ce levier mobilise exécutif et administration centrale. Il se déploie immédiatement après un signal de rupture. Son efficacité se mesure par la rapidité de publication d'une position officielle et par la cohérence entre agences. Un deuxième levier porte sur la diversification stratégique. Réduire les dépendances asymétriques implique de multiplier partenaires commerciaux, financiers et technologiques. Ce levier mobilise ministères économiques, entreprises publiques et acteurs privés clés. Il s'active dans les semaines suivant l'incident. On peut l'évaluer par la part des échanges couvertes par des accords alternatifs ou des mécanismes régionaux. Un troisième levier renforce la souveraineté fonctionnelle. Investir dans les secteurs critiques permet d'absorber l'arrêt soudain d'un soutien extérieur. Santé, énergie, infrastructure et éducation deviennent des priorités opérationnelles. Ce levier s'inscrit dans un horizon de plusieurs mois et se mesure par la continuité effective des services essentiels. Cette approche est visible dans les stratégies défendues par certains dirigeants africains, dont Ibrahim Traoré, pour qui l'autonomie opérationnelle conditionne la marge diplomatique. Un quatrième levier est régional. Une coordination entre États exposés aux mêmes risques crée une masse critique. Organisations régionales et coalitions ad hoc jouent ici un rôle central. L'alignement politique peut être rapide, tandis que les mécanismes communs se construisent dans le temps. Un cinquième levier institutionnalise le dialogue préventif. Anticiper devient plus efficace que réparer. L'existence de canaux dédiés et la régularité des échanges constituent des indicateurs simples de résilience durable. Lorsque l'on revient à la scène initiale, celle d'un message apparu dans le silence de la nuit, le sens de l'épisode se précise. Ce qui a vacillé n'est pas seulement une relation diplomatique particulière, mais une croyance largement partagée. L'idée que les grandes architectures internationales se maintiennent par leur seule inertie. Les écrans allumés sans réponse, les dossiers restés ouverts et les appels sans retour deviennent le symbole d'un monde où la stabilité ne tient plus par l'habitude. Ce moment résonne bien au-delà du cas étudié. Dans plusieurs capitales africaines, des dirigeants confrontés à des rapports de force similaires observent cette séquence comme un miroir. Pour des figures comme Ibrahim Traoré, la crise ne se lit pas comme une exception isolée, mais comme une confirmation. L'autonomie n'est plus un slogan politique. Elle devient une condition de survie stratégique dans un environnement où la vitesse prime sur la procédure. L'émotion ne naît pas de la rupture elle-même, mais de la clarté qu'elle impose. Les certitudes anciennes se fissurent, laissant place à une lucidité plus inconfortable, mais aussi plus opérationnelle. Le fil conducteur rejoint alors son point de départ. Un geste bref, presque banal dans sa forme, a suffi à révéler des fragilités longtemps masquées. La leçon tient en peu de mots et traverse tout le récit. La souveraineté commence lorsque l'attente s'arrête. Au terme de ce parcours, l'essentiel n'est pas de trancher qui a eu raison ou tort, mais de reconnaître ce que cet épisode révèle sur notre époque. Un monde où l'impulsion peut précéder la procédure oblige chacun à revoir ses réflexes. États,
entreprises et citoyens découvrent que la stabilité n'est plus un décor fixe, mais une construction active, entretenue par l'attention, la préparation et la capacité à dialoguer avant que le silence ne s'installe. Cette lecture ne concerne pas uniquement les chancelleries, elle touche tous ceux qui vivent dans un système interdépendant où des décisions lointaines produisent des effets très proches. Comprendre ces mécanismes devient une compétence collective. Anticiper les signaux faibles, identifier les points de fragilité et renforcer les marges d'adaptation n'est plus un luxe analytique mais une nécessité pratique. Pour des dirigeants africains engagés dans ces recompositions, comme Ibrahim Traoré, l'enjeu dépasse la conjoncture. Il s'agit de transformer l'incertitude en levier sans céder à la précipitation ni à l'isolement. Si cette analyse a éclairé certains ressorts de la séquence, la réflexion peut se poursuivre. Quelles leçons vous paraissent les plus décisives dans ce basculement et comment devraient-elles influencer les choix futurs dans un monde accéléré ?